Undaboye, undabo, undele, Jehovah. Undaboye, undabo, Jehovah. Undaboye, undabo, bayibele, Jehovah. Undabo, undaboye, undabo, bayibele, Jehovah. Bonsoir à tous. Soyez bénis. À l'Afrique des libertés, je dédie cette conférence sur le fond de Wanda Christo Medley, que je salue et qui chante bien, dans ma langue maternelle, le Bassa. Undabo, undabo bayibele wenye lolombi. Undabo. Bonjour à l'Afrique des libertés. Bonjour à l'Afrique des libertés. Bon samedi à tous. Nous sommes le 14 novembre 2020. J'ai voulu consacrer quelques minutes de conversation sur un phénomène transversal à travers toute l'Afrique. Et je trace ainsi une diagonale qui va de Yaoundé jusqu'à Abidjan, l'Afrique des opposants sous blocus. Blocus à domicile. C'est devenu une nouvelle tradition dans toute l'Afrique francophone et notamment dans les satrapies reptiliennes. C'est ce qu'on voit à Libreville, c'est ce qu'on voit à Lomé, c'est ce qu'on voit à Yaoundé, c'est ce qu'on voit à Conakry, c'est ce qu'on voit à Abidjan. Partout où des dictateurs impitoyables s'accrochent au pouvoir avec leur clan, il apparaît que la nouvelle panacée, la nouvelle tactique, la nouvelle stratégie des dictateurs envers les oppositions et les leaders légitimes des peuples consiste non plus à mettre les leaders des peuples dans les prisons, mais à les emprisonner dans leurs maisons. Je recommence. Étrangement, quand on regarde ce qui se passe à Libreville, quand on regarde ce qui se passe à Yaoundé, quand on regarde ce qui se passe à N'Djamena, quand on regarde ce qui se passe à Cotonou, quand on regarde ce qui se passe à Lomé, quand on regarde ce qui se passe à Conakry, quand on regarde ce qui se passe à Abidjan, on est frappé de voir que les dictateurs de chacun de ces pays ont tout d'un coup choisi d'emprisonner leurs opposants politiques dans leur propre maison. Ce phénomène-là se produit depuis quelques années, mais il est devenu suffisamment systématique pour qu'on puisse se rendre compte qu'il s'agit d'un mot de passe des dictateurs africains. Il s'agit de quelque chose qu'ils se sont dit, de quelque chose à quoi ils ont réfléchi ensemble, et de quelque chose qu'ils mettent en œuvre, et pourquoi ils se soutiennent mutuellement, s'inspirant les uns des autres. Nous sommes en train d'élaborer une discipline particulière des sciences politiques africaines qu'on va appeler la dictatorologie, c'est-à-dire l'étude des dictatures. Une étude comparative
des caractéristiques des dictatures, de leurs origines, de leurs mécanismes de fonctionnement, de leur mode de déconstruction et de leur mode de déclin. Et là, je voulais simplement attirer l'attention de l'opinion africaine et de tous les amis des luttes démocratiques africaines sur la similarité, l'analogie, la ressemblance typique du traitement qui est réservé aux élites des résistances des peuples africains francophones dans plusieurs capitales. Depuis le 21 septembre 2020, le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, est encerclé par un bataillon de l'armée camerounaise dans sa maison à Yaoundé. La consigne qui lui est imposée par cette horde de barbares, c'est de rester dans sa maison, de ne pas en sortir, et on empêche qui que ce soit à l'extérieur du pays, à l'extérieur de sa maison, de lui rendre visite. Donc on a décidé, pour ainsi dire, de l'emprisonner dans sa maison. Ça se passe à Yaoundé. Et cela depuis le 21 septembre. Nous sommes au mois de novembre, nous allons entrer vers le 3e mois, où le leader démocratique du peuple camerounais est enfermé dans sa maison. Cette méthode, on a vu M. Faure Gnassingbé l'utiliser contre son opposition au Togo. Et on pensait que c'était isolé. Quand le docteur Abéomé Kodjo et tous ses compagnons, dignes représentants du peuple togolais, ont été encerclés et empêchés de sortir de leur domicile. On a vu la même méthode utilisée à Libreville par Ali Bongo Ondimba, le descendant du satrape Omar Bongo, lui-même satrape, le satrape boiteux de Libreville. C'est cette méthode qu'il a utilisée contre son opposition. Il a imposé un blocus militaire aux membres de l'opposition dans leur résidence. Je notais tout cela. Je notais tout cela en me disant, mais sont simplement des coïncidences. Voici qu'à Abidjan, la méthode choisie par le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara contre les dignes représentants du peuple ivoirien, qui contestent avec raison l'usurpation de la présidence de la République depuis le 31 octobre 2020, Ouattara choisit d'encercler les leaders de l'opposition et de les maintenir de gré ou de force à l'intérieur de leur résidence, pour la plupart d'entre eux. Alors, du coup, nous avons suffisamment d'éléments pour constater que il ne s'agit pas d'un phénomène hasardeux, il ne s'agit pas d'un phénomène fortuit, il s'agit bel et bien d'un phénomène concerté. Il s'agit d'une décision collégiale. La secte des dictateurs africains s'entend bien. Et elle fait ce qu'on appelle un brainstorming, une mise en commun des méthodes. Elle fait littéralement chorus. Les dictateurs africains se donnent la main et se tiennent par les coudes pour tenir les peuples, c'est George Floyd, sous leur pouvoir et maintenir leurs genoux sur nos coups. Il ne s'agit donc pas d'un hasard. Si les leaders de l'opposition au Cameroun, le leader de l'opposition est encerclé chez lui, si c'est ce qu'on a fait au Gabon, si c'est ce qu'on a fait au Congo, si c'est ce qu'on a fait, au Togo, si c'est ce qu'on a fait au Bénin, si c'est ce qu'on a fait au Tchad, si c'est ce qu'on a fait en Guinée-Conakry, si c'est ce qu'on fait actuellement en Côte d'Ivoire, cela veut dire que c'est devenu une norme des dictatures, notamment de l'Afrique francophone. C'est devenu une norme des dictatures de l'Afrique francophone. Alors, il faut s'interroger là-dessus. Non, si c'était une norme mondiale, suite à Zhang Yu, Donald Trump aurait envoyé l'armée américaine encercler Joe Biden, parce que Joe Biden a annoncé qu'il était élu à la tête des États-Unis d'Amérique avant que le Conseil constitutionnel ne l'ait dit. D'accord? Si c'était mondial, ce serait le cas. Emmanuel Macron enverrait l'armée encercler tous ceux qui le critiquent, Jean-Luc Mélenchon et consorts. Non, ce n'est pas mondial. C'est faux, ce n'est pas mondial. Il s'agit d'une évolution typiquement africaine du traitement de l'opposant politique. Et il faut que vous regardiez et que nous regardions cela comme un phénomène de la dictature africaine, en particulier. Une évolution des méthodes de la dictature africaine. Je réponds à mon ami suite à Zhang Yu. Bon.
Alors, on doit se poser la question de savoir pourquoi ils ont choisi cette nouvelle méthode. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette nouvelle méthode? Si on comprend pourquoi ils ont choisi cette nouvelle méthode, on peut aussi comprendre comment combattre cette nouvelle méthode. D'ailleurs, la deuxième question qu'on va se poser, c'est comment combattre cette nouvelle méthode? Comment vaincre les dictateurs? Puisque leur tactique et leur stratégie contre les oppositions et contre les leaders légitimes des peuples ont évolué, comment faire évoluer le combat contre eux? Commençons par la première question. Pourquoi choisissent-ils désormais d'emprisonner littéralement les leaders de l'opposition politique, ou en tout cas les leaders les plus légitimes du peuple, dans leur maison? La réponse est la suivante. Les dictateurs sont victimes d'une image internationale fortement dégradée par l'inversion du rapport de force entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Je recommence la première raison. Ils ont un problème. Un problème qui ne se posait pas pour les dictateurs du XXe siècle. Le XXe siècle était encore un siècle où la presse qui était dominante, c'était la presse écrite. Ce n'était même pas encore la presse visuelle, la presse télévisuelle. Le XXe siècle qui n'était pas encore dominé par les réseaux sociaux. Le XXIe siècle, c'est le siècle des réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'opinion des citoyens qui sont sur les réseaux sociaux, elle domine en capacité d'influence et d'impact l'opinion des institutions médiatiques traditionnelles, c'est-à-dire la radio-télévision nationale. C'est-à-dire que regardez quelqu'un comme moi, par exemple, qui analyse l'actualité politique de nombreux pays africains. Bon, écoutez, je ne regarde presque jamais les chaînes de télévision officielles des pays africains. Certes, j'ai les moyens de savoir ce qui se dit sur ces chaînes, mais je les regarde presque jamais. C'est-à-dire que je ne regarde jamais la CRTV, la radio-télévision camerounaise, et c'est le cas de la majorité, de l'écrasante majorité des Camerounais. Je ne regarde presque jamais la RTI, la radio-télévision ivoirienne, c'est le cas de la majorité des Ivoiriens. Et si vous allez de pays en pays, vous allez au Togo, vous allez au Tchad, vous allez voir que l'écrasante majorité de la population des citoyens est plutôt sur les réseaux sociaux. Donc les dictateurs ont un problème. C'est que la version qu'ils donnent du traitement qu'ils réservent aux opposants politiques et aux leaders politiques, cette version ne s'impose pas dans l'opinion internationale. L'opinion internationale ne considère plus cette version comme vraie. La version qui est reçue, ce sont les complaintes des citoyens à travers les réseaux sociaux, sont les témoignages des citoyens à travers les réseaux sociaux, au point que même les grands organes de presse internationaux, comme les RFI, les Jeunes Afrique, les France 24, les BFM TV, les CNN, tous ces organes de presse internationaux sont obligés de rejoindre les réseaux sociaux et de venir sur les réseaux sociaux pour trouver les citoyens. Alors qu'avant, ce sont les citoyens qui allaient vers les organes traditionnels de presse pour trouver l'information. Maintenant, ce sont les organes traditionnels de presse qui courent vers les citoyens sur les réseaux sociaux pour trouver l'information. Autrement dit, moi qui suis en train de vous parler, j'ai plus de chances d'être écouté dans cette journée si je traite d'un sujet que n'importe quel président africain sur une chaîne de télévision de son pays. J'ai plus de chances d'être écouté par vous. Si à l'instant présent, M. Ouattara est en train de parler sur la RTI, vous êtes très peu nombreux à le savoir. Si M. Faure Gnassingbé est en train de parler sur la radio-télévision togolaise, il y a très peu de gens parmi nous qui vont être enclins à le savoir et même à s'y intéresser. Donc, ils ont un problème. C'est que les actes dictatoriaux qu'ils posent reçoivent maintenant un écho. Et le scandale est beaucoup plus immense qu'il ne l'était avant. Conséquence, lorsqu'il y a un opposant politique qui est pris et amené à la prison centrale, l'écho et les conséquences sur l'image de la dictature sont dévastatrices. Prenons le cas du Cameroun. Pendant les 10 mois où le président Maurice Kamto a été incarcéré à la prison centrale de Yaoundé, la dictature camerounaise a subi une succession de camouflets diplomatiques, médiatiques, une dégénérescence de son image qui a été effroyable pour elle. Et quand le président élu Maurice Kamto est sorti de cette incarcération, eh bien, sa popularité en a été encore plus dopée qu'avant sa victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Donc, le pouvoir, par exemple, camerounais s'est rendu compte que emprisonner le leader Maurice Kamto à la prison centrale de Yaoundé, c'était en réalité focaliser la mobilisation mentale, la mobilisation psychologique du peuple camerounais sur lui et l'opinion mondiale sur lui. Et c'est ce raisonnement qui a été appliqué partout.
Quand vous prenez les principaux opposants politiques et que vous les amenez à la prison centrale, vous focalisez l'opinion nationale et internationale sur ces opposants. Donc, quand vous les maintenez par contre dans leur maison, il vous faut trouver un nouvel alibi, un nouveau prétexte pour justifier de ce maintien. Quel est le prétexte? Et j'ai été frappé de voir que c'est le même prétexte partout. À Libreville, à Brazzaville, à Lomé, à Cotonou, à Conakry, à Abidjan, à Yaoundé, ils ont le même argument, à savoir qu'ils maintiennent les leaders de l'opposition chez eux pour empêcher les troubles à l'ordre public. C'est-à-dire que c'est pour assurer la paix et la sécurité nationale qu'ils demandent aux leaders de rester sagement chez eux. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, un procuraillon qui s'appelle Adou Richard s'est permis d'expliquer que le président Bédié, qui était encerclé par des militaires prêts à tuer tout le monde dans sa maison, que le président Bédié n'était pas sous blocus, qu'il s'agissait de le sécuriser et de sécuriser la ville pour empêcher que des troubles à l'ordre public ne soient de nature à nuire soit à la sécurité et à la santé du président Bédié, soit à la sécurité et à la santé du reste des Ivoiriens. Bref, en fait, on présente les blocus et les mises en résidence surveillée des opposants politiques et des leaders politiques comme étant des actes de contribution à la paix et à la sécurité collective. Et ainsi, le storytelling de cette privation de liberté devient différent. Mettre l'opposant politique africain en résidence surveillée est présenté dans l'opinion internationale comme une manière, en quelque sorte, on appelle ça, bon, la solution la plus acceptable pour conserver et garantir la paix sociale. Donc c'est pour la paix sociale, c'est pour sauver la paix sociale et empêcher que des violences ne puissent apparaître qu'on maintient les leaders politiques les plus importants dans leur résidence. Et on explique donc médiatiquement au reste du monde, attention, ils ne sont pas en prison, mais on les empêche de sortir parce que quand ils sortent, le pays perd la paix. Ils sont empêchés de sortir parce qu'on veut préserver la paix. Or, le mot paix, il passe mieux dans les médias que le mot prison. Empêcher un leader politique de mouvement pour la paix, cela est, dans l'opinion, dans la psychologie collective, quelque chose de beaucoup plus compréhensible que de l'empêcher de s'exprimer en le mettant en prison. Donc voilà la justification donnée à l'embrigadement de l'élite de l'opposition dans les dictatures africaines, une justification perverse, puisque c'est au nom de la paix qu'on les prive de liberté. L'opinion nationale et internationale de chacun de ces pays a tendance à s'habituer à cela et à considérer que ce n'est pas une solution pire. Quand vous demandez au peuple camerounais où se trouve le président Kamto, le peuple camerounais, qui pourtant, par millions, soutient le président Maurice Kamto dans son cœur, le peuple camerounais vous dit que le président Kamto est chez lui à la maison. Le peuple camerounais ne vous dit pas que le président Kamto est en prison. Quand vous demandez dans toutes les autres satrapies, au Togo, quand vous demandez au Bénin, quand vous demandez à Conakry, où se trouvent les opposants qui sont encerclés, la population répond qu'ils sont chez eux. La population ne dit pas qu'ils sont en prison. Donc, vous voyez que c'est cette ambiguïté-là qui permet aux dictatures d'essayer de présenter une image acceptable de leur gestion du pluralisme politique, tout en maintenant la main de fer cachée dans un gant de velours et étranglant les peuples et leurs dirigeants les plus légitimes. Je tenais à vous expliquer assez rapidement ce mécanisme. Que vous compreniez bien que le président Maurice Kamto est en prison. Le président Béomé Kodjo est en prison. Le président Aimé-Henri Konan Bédié et tout le leadership de l'opposition ivoirienne, ils sont en prison. Ils sont en prison. Mais les régimes qui les incarcèrent dans leur maison vont vous dire qu'ils sont chez eux. Il faut donc que l'opinion comprenne très bien que les résidences surveillées des leaders de l'opposition en Afrique ne sont pas autre chose que des emprisonnements. Et il faut que l'opinion restitue cela comme étant emprisonnement. Parce que les dictatures comptent sur la confusion entre la résidence surveillée et le principe de préservation de la paix pour paraître être beaucoup plus humaine, puisqu'elles n'emmènent pas les opposants
à la prison centrale, en tout cas les plus importants des opposants, puisqu'elles ne les amènent pas à la prison centrale, elles peuvent paraître comme des régimes qui respectent la liberté d'opinion, la liberté d'opposition, mais qui sont simplement obligés de veiller à assurer la paix et la stabilité. Il faut donc que nous, citoyennes et citoyens, qui sommes sur les réseaux sociaux, nous notions bien que partout en Afrique où il y a un blocus empêchant un opposant politique de mener ses activités, c'est un emprisonnement. Et il faut présenter cela sur les réseaux sociaux comme un emprisonnement. Empêcher un être humain de sortir et d'entrer de chez lui, c'est l'emprisonner. Il faut même bannir de notre langage la notion de blocus. Bannir de notre langage la notion de résidence surveillée. Et nous, qui faisons l'opinion sur les réseaux sociaux, nous devons dire, partout où sont encerclés dans leur domicile les leaders d'opinion africains, les leaders des oppositions africaines ou même les présidents élus des peuples africains, partout où c'est le cas, nous devons dire qu'ils sont en prison. Nous devons argumenter qu'ils sont en prison. Et nous devons agir comme s'ils sont en prison. Car ils sont bel et bien en prison. C'est une prison qui ne veut pas dire son nom. Les dictatures africaines veulent s'acheter une bonne réputation à peu de frais. Utiliser la maison des gens pour les emprisonner dedans. C'est-à-dire acheter la bonne réputation à peu de frais. C'est-à-dire emprisonner le président Kamto dans sa maison pour la dictature du régime Biya, mais c'est pain béni. Puisqu'en l'emprisonnant dans sa maison, l'opinion note qu'il n'est pas en prison à Kondengui, en emprisonnant le président Bédié dans sa maison, en emprisonnant le docteur Mabri Touakeus dans sa maison, en emprisonnant le docteur Abeyome Kodjo dans sa maison, en emprisonnant Selou Dalein Diallo, le président élu de Guinée-Conakry dans sa maison, on laisse penser qu'ils ne sont pas en prison. Et nous qui sommes sur les réseaux sociaux, citoyens intellectuels, nous n'utilisons pas les termes exacts et nous faisons donc la propagande des dictatures en parlant de blocus, en parlant de résidence surveillée. C'est à nous d'utiliser les mots et les descriptions qui vont assurer la situation scandaleuse que vivent les peuples africains et leurs représentants légitimes. Voilà pourquoi je voulais vous inviter. Et moi-même, je m'approprie le problème. Après y avoir réfléchi, je ne parlerai plus à compter d'aujourd'hui de blocus. Non, emprisonnement. Le président Maurice Kamto est emprisonné à Yaoundé. Le président Bédié et tous les autres opposants, leaders de l'opposition ivoirienne qui sont sous blocus, sont emprisonnés, peu importe le lieu, même si ce lieu est leur propre domicile. Le président Abeyome Kodjo au Togo est emprisonné. C'est de la prison. Le président Selou Dalein Diallo est emprisonné. C'est de la prison. C'est de la prison. Donc, ne nous laissons pas avoir par ce glissement terminologique qui peut amener finalement l'opposition et les citoyens opposés aux dictatures à contribuer à la propagande des dictatures en utilisant les mots que les dictatures veulent. Ah, ils sont justes en résidence surveillée, c'est un blocus, ah, c'est pour la paix qu'on maintient un tel. Non, c'est la prison. Et du coup, maintenant, j'en viens à la dernière partie de ma réflexion. C'est une réflexion à chaud que je partage avec vous. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Puisque c'est la prison. Puisque c'est de la prison, il faut que partout en Afrique, les peuples prennent les mêmes dispositions qu'ils ont prises lorsque leur leader était à la prison centrale. La lutte doit se poursuivre comme si le leader était à la prison centrale. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo, que ce soit en Guinée-Conakry, que ce soit au Bénin, partout où des dictatures encerclent et maintiennent dans leur domicile de force des figures de l'opposition, les peuples doivent se comporter comme si leurs leaders sont en prison. Et ils doivent s'exprimer sur les réseaux sociaux en dénonçant cet emprisonnement. Alors, quelle est la solution contre les emprisonnements? La solution contre les emprisonnements, c'est la mobilisation populaire. Il n'y a rien d'autre. Et là, je voudrais donner deux exemples. Écoutez, le président Maurice Kamto à Yaoundé est en prison parce que le peuple camerounais l'a abandonné en prison. Et parce que le peuple camerounais, collectivement, est un peuple lâche. En ce 21e siècle, mon pays natal, le peuple de mon pays natal est un peuple lâche. C'est un peuple qui n'est pas encore psychologiquement prêt à être libre et qui préfère être dominé que de prendre le risque d'être libre. Donc le président Kamto n'est pas en prison dans sa maison à Yaoundé parce qu'il y aurait un bataillon extraordinaire de l'armée camerounaise qui l'encercle. Non!
mais parce que l'écrasante majorité des millions de Camerounais restent tranquillement chez eux. Ça, c'est pour le Cameroun. Et que le peuple camerounais regarde bien ce que fait actuellement le peuple ivoirien. Lorsqu'Alassane Dramane Ouattara a placé des blocus sur les différentes résidences des leaders de l'opposition ivoirienne, qu'est-ce que le peuple ivoirien a fait? Il a continué le combat. Et lundi prochain, le peuple ivoirien est dehors. Le mot d'ordre de désobéissance civile qui a été lancé par le leadership de l'opposition ivoirienne, il est suivi à la lettre. Les Ivoiriens n'enlèvent pas le pied sur l'accélérateur. Ils accélèrent plus fort. Ils accélèrent plus fort. Le peuple ivoirien continue la désobéissance civile et considère que l'encerclement de ses leaders, l'emprisonnement de certains et l'empêchement d'autres leaders de rentrer dans leur pays parce qu'ils sont bloqués en exil, tout ceci, ce sont des actes d'emprisonnement arbitraire. Le peuple ivoirien poursuit la mobilisation et sait que la victoire contre l'usurpateur Ouattara à Abidjan passe par l'accentuation de la mobilisation et l'étranglement du satrape dans la ville d'Abidjan. Le peuple des campagnes et des campements est déjà debout. L'estocade finale sera portée à Ouattara par la mobilisation dans la ville d'Abidjan. Donc, quand vous prenez la situation camerounaise et la situation ivoirienne, vous voyez que les Ivoiriens, collectivement, ont davantage compris que c'était un emprisonnement qui ne voulait pas dire son nom. L'encerclement de la résidence du président Bédié, la résidence du Premier ministre Afingessa, la résidence du ministre Mabri Touakeus, la résidence du ministre Assoa Adou. L'encerclement de leur résidence n'était rien d'autre qu'un emprisonnement, et ce n'est rien d'autre qu'un emprisonnement partout où ils demeurent. Et le peuple de Côte d'Ivoire est déterminé à récupérer toutes les libertés niées par Alassane Dramane Ouattara et à écarter Alassane Ouattara du palais présidentiel. Et le peuple de Côte d'Ivoire fonce tout droit sur cet objectif. Et le peuple de Côte d'Ivoire n'arrêtera pas la désobéissance civile tant qu'Alassane Ouattara n'a pas quitté le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Et il faut voir donc la cohérence des mots d'ordre de l'opposition ivoirienne de ce point de vue. L'opposition ivoirienne, même quand Alassane Ouattara a fait sa pseudo-tentative d'ouverture du 11 novembre, l'opposition ivoirienne, avant la rencontre du président Bédié avec Ouattara, et après cette rencontre, s'est réunie pour réitérer et marteler qu'elle veut récupérer toutes les libertés volées au peuple ivoirien et qu'elle ne reconnaît pas Alassane Dramane Ouattara comme président élu du peuple camerounais. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à un pouvoir qui ruse et qui emprisonne les opposants dans leur maison? On continue la lutte populaire, la lutte collective. On ne baisse pas le ton, on ne baisse pas l'accélérateur, on appuie dans l'accélérateur et on continue à faire reculer la satrapie. Et je voudrais donner, après cet exemple contrasté, Cameroun-Côte d'Ivoire. Cameroun, un peuple qui considère que son leader est chez lui, qu'il n'est pas en prison, et qui continue de vaquer à ses occupations pendant que son leader est en prison. Et un peuple qui, interrogé, dit que le leader est chez lui. En Côte d'Ivoire, un peuple qui a compris que l'encerclement et l'exil des leaders, c'est un emprisonnement. Et c'est un assassinat de ses libertés. Un peuple donc qui continue dans la désobéissance civile. Un peuple dont les leaders de l'opposition l'appellent à continuer la désobéissance civile. Voilà. Voilà un peuple qui a compris la nature de ce changement tactique et stratégique des dictatures. Je voudrais enfin donner donc l'exemple du Mali, le peuple du Mali. Mais comment les Maliens ont-ils obtenu la chute du satrape reptilien Ibrahim Boubacar Keïta? Par une lutte longue et persévérante. La désobéissance civile malienne s'est tenue sur pratiquement 8 mois, 8 à 9 mois. Les Maliens ont laissé près de 60 vies sur le terrain, 60 vies en chemin. Sur la route de la chute d'Ibeka. Les Maliens ont tenu pendant 8 mois. Ils ont tenu la ligne de la désobéissance civile. Et ils savaient que leur objectif principal, c'était la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. L'armée, la police, la gendarmerie sont sortis. Mais le peuple malien, chaque mois, augmentait le nombre de Maliens mobilisés contre ces forces de répression. Et ces forces de répression ont fini par rejoindre le peuple et par participer au dégagement du satrape. C'est ce qui s'est passé au Mali. L'armée malienne n'était pas avec le peuple malien au départ. La police malienne n'était pas avec le peuple malien au départ. La gendarmerie malienne n'était pas avec le peuple malien au départ. C'est la lutte et la persévérance du peuple et de la société civile malienne, de l'opposition malienne,
C'est leur lutte, leur persévérance qui ont convaincu l'armée que l'avenir du pays se trouvait du côté du peuple et du côté de ses représentants les plus dignes. Donc vous avez 3 exemples. Le peuple camerounais qui considère que le leader de l'opposition, le président élu Maurice Kamto, est à la maison. Le peuple ivoirien qui, voyant Alassane Ouattara encerclant les maisons des leaders politiques, dit attention, ça, on est en train d'emprisonner nos leaders, c'est-à-dire qu'on est en train de nous emprisonner. Ça fait 2 compréhensions, et ce qui explique 2 réactions. Le peuple camerounais qui estime que son leader est à la maison et qui va tranquillement à ses occupations, ne reconnaissant pas que son leader est en prison. Le peuple ivoirien qui voit qu'on est en train de mettre ses leaders en prison et qui dit « Nous n'allons pas vaquer à nos occupations, nous allons continuer la désobéissance civile et nous allons gagner contre Ouattara. » C'est cette décision que le peuple ivoirien a réitérée hier. Toutes les franges de l'opposition ivoirienne ont réitéré leur détermination à continuer la désobéissance civile jusqu'à ce que Ouattara renonce à l'usurpation des fonctions de président de la République. Et on peut donc dire que entre le peuple camerounais et le peuple ivoirien, celui qui imite et qui a bien compris la leçon du peuple malien, c'est le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien a compris que quand on a décidé de tomber un satrape, on ne s'arrête pas. C'est comme un avion, ça n'a pas de marche en arrière. Il faut continuer jusqu'à ce qu'il tombe. Il faut continuer jusqu'à ce qu'il tombe. Je voulais donc en fait avoir cette conversation à chaud, sans filet, avec vous, pour vous faire part de mes observations à ce sujet. Contre les soi-disant blocus, nous devons d'abord commencer par changer de langage. Nous n'allons plus parler de blocus. Nous n'allons plus parler de résidents surveillés. Partout où des opposants africains sont encerclés et empêchés de sortir de leur domicile, nous allons parler de prison. Sur les réseaux sociaux, il faut dire au Togo, tel opposant est en prison. Dès que quelqu'un est encerclé dans un domicile quelconque, ça s'appelle la prison. C'est un prisonnier politique. C'est comme cela qu'il faut parler de ce qui se passe à Conakry. C'est comme ça qu'il faut parler de ce qui se passe à Yaoundé. Ne parlons même plus de blocus. Pour ma part, moi-même, je vais procéder à une réforme complète de ma communication sur ce qui se passe partout où les opposants sont enfermés à l'intérieur de leur résidence. Ce ne sont pas des résidents surveillés, parce que la notion de résidence surveillée, d'ailleurs, c'est une notion juridique, et il n'y a pas eu de procès les condamnant à la résidence surveillée. Il s'agit de prison arbitraire, d'emprisonnement politique arbitraire. Et la leçon, c'est aussi qu'il faut des mobilisations de la même taille que celles qu'il peut y avoir lorsque les leaders sont à la prison centrale, il les faut lorsqu'ils sont emprisonnés chez eux. Et les peuples qui traînent les pieds, parce qu'ils croient que leurs leaders sont à la maison, sont des peuples lâches, des peuples inconscients, des peuples irresponsables, des peuples immatures. Ayons le courage de nous dire la vérité si nous voulons progresser. Partout en Afrique, où vous prétendez que parce que vos leaders sont encerclés dans leur domicile, votre vie peut continuer tranquillement, sachez que vous êtes immature, inconscient et même dangereux pour vous-même. Voilà ce que je voulais dire et tel était le but circonscrit de la présente communication. Bon, écoutez, je vous parlerai plus tard du projet d'ouvrage collectif contre le truand ministre des Affaires étrangères de la République française, un certain Jean-Yves Le Drian, que les Africains ont rebaptisé le truand. J'ai lancé sur ma page Facebook aujourd'hui un appel à contribution à l'adresse des intellectuels, des leaders d'opinion africains qui le souhaitent, pour décrire l'imposture de Le Drian, déconstruire Le Drian dans un maître ouvrage qui fera date. J'en ai lancé le projet. Je vous ai donné un numéro de téléphone, le numéro de téléphone de l'OTCA, Observatoire de la désobéissance civile en Afrique. Je vous ai donné un mail, le mail de l'OTCA, pour tous ceux qui ont des projets de contribution, me les acheminer. Je voudrais simplement préciser que cette contribution, ce livre-là a une ligne éditoriale claire. Celui qui ne partage pas cette ligne éditoriale, ce n'est pas grave qu'il fasse son livre à lui à part. La ligne éditoriale, c'est que le livre est anti-impérialiste, il est anti-colonialiste. Le livre est anti-France-Afrique. Le livre va être anti-France-Afrique. On va montrer que Le Drian est le représentant de l'ordre colonial. On va montrer qu'il est le représentant de l'ordre impérialiste. On va montrer que Le Drian est l'héritier de la France-Afrique. C'est ça la ligne. Mais le livre n'est pas raciste. Il ne s'agit pas de régler des comptes envers Le Drian parce qu'il est blanc. Parce que nous sommes convaincus que la couleur de la peau d'un homme n'est d'aucune valeur quand il s'agit d'apprécier son talent moral, son talent intellectuel. Donc le livre est antiraciste. Si vous,
êtes anti-impérialiste, anti-colonialiste, si vous êtes anti-France-Afrique, mais en même temps, si vous êtes anti-raciste, eh bien, vous faites partie de ces intellectuels qui sont les bienvenus, dont les contributions sont attendues pour cet ouvrage collectif. Voilà les lignes rouges. Anti-impérialisme, anti-colonialisme, anti-France-Afrique, mais aussi anti-racisme. Anti-racisme. Il ne s'agit pas de tomber dans le mythe de la suprématie d'une quelconque couleur d'épiderme sur cette terre. Nous nous battons pour la justice et la vérité universelle. Voilà la ligne éditoriale. Si vous êtes dans cette ligne éditoriale, nous sommes preneurs des contributions de tout intellectuel africain, écrivain, penseur, leader d'opinion, qui veut apporter sa contribution au mélange que nous comptons publier contre ce diplomate indigne qui s'est attaqué aux luttes démocratiques africaines en tapant en deçà de la ceinture les peuples et en méprisant les constitutions de plusieurs de nos nations. Je vous souhaite une excellente suite de samedi, à nous retrouver pour nos prochaines communications. Merci. Merci. Et je redonne la parole à Wanda Christo Medley qui m'a accompagné dans cette réflexion à chaud sur la bizarrerie nouvelle, la pseudo-résidence surveillée des opposants qui n'est rien d'autre que l'emprisonnement politique des opposants. Ne parlons plus de blocus, etc. Emprisonnement politique. Ne tombons pas dans le piège qui nous a été tendu. J'ai moi-même pas été vigilant sur ce point. J'ai communiqué ces 2 derniers mois sur la catégorie de blocus. Je viens de me rendre compte qu'on s'est fait escroquer. On s'est fait escroquer médiatiquement par ces gens en parlant de blocus. Ce ne sont pas des blocus. Ce ne sont pas des résidents surveillés. Ce sont des emprisonnements d'opposants politiques. Donc notre ligne médiatique sur les réseaux sociaux se revient sur le concept de prison politique. Un point, c'est tout. Pour tous les opposants politiques du continent qui sont empêchés de sortir de chez eux, parlons de prisonniers politiques. N'acceptons pas d'utiliser les notions de résidents surveillés qu'on veut nous faire répéter et qui sont de nature à embellir et à assouplir l'image des dictatures. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Comme ça. Wanda Christo Medley. Wanda Christo Medley. C'est lui qui chante. Voilà Mbika. Je vous salue. Merci à tous. Aurel Jack. Merci Sylvain Kwaku. Jean-Fidèle Conan. Nadine Tagné. Je vous salue. Noob Queen. Hortense Lavi Zoé. Je vous salue. Akwele Dina, Edith Wesley, Jean-Marie Wako, je vous salue. Je vous salue mes amis. Bonsoir à toi Traoré Djakaridja. Mamadou Seigneur Palais, Sadon, je vous salue. Eso Nomelej Israël, Armand et Tonde Bumbu, je vous salue. Je vous salue mes amis. Nitram Nongalib Wokat, Pomping, Alain Tikwal, Étienne Kaboré, Charles Edi Omba. Je vous salue. Je vous salue. Max Okinawa. Ah, vraiment, les fidèles des fidèles. Bonne soirée à tous. Merci. Benjamin Gessan Yao, je vous salue. Sim Photobic,
Fressir, Moïse Hervé Bial, Jean-Didier Conan, je vous salue. Yolande Olima, merci. Merci.